baleine, à la pêche à la baleine, crie le père d'une voix courroucée à son fils Prosper, sous l'armoire allongée. À la pêche à la baleine. Tu veux pas y aller? Mais pourquoi donc? Et pourquoi donc que j'irai pêcher une bête qui m'a rien fait, papa? Oh, voilà Pépé, voilà te pêcher toi-même, puisque ça te plaît. J'aime mieux rester à la maison avec ma pauvre mère et le cousin Gaston. Alors, dans sa baleinière, le père tout seul s'en est allé, sur la mer, démonté. Voilà le père sur la mer, voilà le fils à la maison, voilà la baleine en colère, et voilà le cousin Gaston qui renverse la soupière. La soupière au bouillon. La mer était mauvaise. La soupe était mauvaise. Et voilà sur sa chaise, Prosper qui se désole. Oh, à la pêche à la baleine, je ne suis pas allé. Et pourquoi donc que je n'y ai pas été? Peut-être qu'on l'aurait attrapé, alors j'aurais pu en manger. Mais voilà la porte qui s'ouvre, et ruisselant d'eau, le père apparaît hors d'haleine, tenant la baleine sur son dos. Il jette l'animal sur la table. Une belle baleine aux yeux bleus, une bête comme on en voit peu, et dit d'une voix lamentable: dépêchez-vous de la dépecer, j'ai faim, j'ai soif, je veux manger. Mais voilà Prosper qui se lève et regardant son père dans le blanc des yeux, dans le blanc des yeux bleus de son père, bleu, comme celui de la baleine aux yeux bleus. Oh, mais pourquoi donc que je dépecerai une bête qui m'a rien fait? Tant pis, j'abandonne ma part. Et il jette le couteau par terre, mais la baleine s'en empare, et se précipitant sur le père, elle le transperce de père en part. Ah! Ah! Crie le cousin Gaston. Ça me rappelle la chasse aux papillons. Et voilà Prosper qui prépare les faire part, la mère qui prend le deuil de son pauvre mari, et la baleine, la larme à l'œil, contemplant le foyer détruit. Soudain, elle s'écrie: oh, mais pourquoi donc ai-je tué ce pauvre imbécile? Maintenant les autres vont me pourchasser en motogodille, puis ils extermineront toute ma petite famille. Alors, éclatant d'un rire inquiétant, elle se dirige vers la porte et dit à la veuve, en passant: Madame, si quelqu'un vient me demander, soyez aimable et répondez: la baleine est sortie, asseyez-vous, attendez-la, dans une quinzaine d'années sans doute, elle reviendra. Wow. Je suis comme je suis faite comme ça. Que voulez-vous de plus, que voulez-vous de moi? Quand j'ai envie de rire, mais oui, je ris aux éclats. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis là pour vous plaire et il n'y peut rien changer. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Je suis comme je suis faite comme ça. Comment? Si j'ai aimé un homme, oui, j'ai aimé un homme. Comme seuls les enfants savent aimer. Mais pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire et n'y peut rien changer. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Ça. De Victor Hugo, Le crapaud. Que savons-nous? Qui donc connaît le fond des choses? Le couchant rayonnait dans les nuages roses. C'était la fin d'un jour d'orage, et l'Occident changeait l'ondée en flamme, en son brasier ardent. Près d'une ornière, au bord d'une flaque de pluie, un crapaud regardait le ciel. Bête éblouie, grave, il songeait. L'horreur contemplait la splendeur. Pourquoi la souffrance? Et pourquoi la laideur? L'eau miroitée, mêlée dans l'herbe, dans l'ornière. Le soir se déployait ainsi qu'une bannière. L'oiseau baissait la voix dans le jour affaibli. Tout s'apaisait dans l'air, dans l'onde. Et plein d'oubli, le crapaud, sans effroi, sans honte, sans colère, doux, regardait la grande auréole solaire
Un homme qui passait vit la hideuse bête, et frémissant, lui mit son talon sur la tête. C'était un prêtre, ayant un livre qui lisait. Puis, une femme, une fleur en corset, vint et lui creva l'œil du bout de son ombrelle. Et le prêtre était vieux, et la femme était belle. Vinrent 4 écoliers, sereins comme le ciel. J'étais enfant, j'étais petit, j'étais cruel. Tout homme sur la terre, où l'âme est asservie, peut commencer ainsi le récit de sa vie. On a le jeu, l'ivresse, l'aube dans les yeux, on a sa mère. Oh, on est des écoliers joyeux. Oh, que faire? Sinon de torturer quelque être malheureux. Le crapaud se sauvait au fond du chemin creux. C'était l'heure où dans les profondeurs, dans les champs, les profondeurs s'azurent. Fauve, il cherchait la nuit. Les enfants l'aperçurent et crièrent « Oh, tuons ce vilain animal, et puisqu'il est bien laid, faisons-lui bien du mal !» Et chacun d'eux riant. L'enfant rit quand il tue. Se mit à le piquer d'une branche pointue, élargissant les trous de l'œil crevé, blessant les blessures, ravi, applaudi du passant, car les passants riaient. Et l'ombre sépulcrale couvrait ce noir martyr qui n'a même pas un râle. Et le sang, sang affreux, de toutes parts coulait sur ce pauvre être, ayant pour crime d'être laid. Il fuyait. Il avait une patte arrachée. Un enfant le frappait de sa pelle ébréchée. Oh, son front saignait, son œil pendait. Dans le genêt et la ronce, effroyable à voir, il cheminait. On eût dit qu'il sortait de quelque affreuse serre. Oh, la sombre action empirait la misère. Oh, il put leur échapper glissant le long des haies. L'ornière était béante, il traîna ses plaies, lavant la cruauté de l'homme en cette boue. Et les enfants, avec le printemps sous les joues, blonds, charmants, ne s'étaient jamais tant divertis. Tous parlaient à la fois, les grands et petits criaient « Viens voir Pierre, viens voir Michel, viens voir Pierre, on va pour l'achever, prendre une grosse pierre. » Un des enfants revint avec un gros pavé pesant, mais pour le mal aisément soulevé. Vous allez voir comment cela va faire. Or, à ce même instant, à ce point du jour, le hasard menait un chariot très lourd, tiré par un vieux âne, maigre, éclopé et sourd. Cet âne, harassé, boiteux, lamentable, après 2 jours de marche, approchait de l'étable. Il tirait une charrette, portait un panier. Chaque pas qu'il faisait semblait l'avant-dernier. Il avait dans les yeux voilés d'une vapeur cette stupidité qui est peut-être stupeur. Et l'ornière était creuse, et si pleine de boue, et d'un versant si dur, que chaque tour de roue était comme un lugubre héros d'arrachement. Et l'âne allait geignant, et l'allié blasphémant. La route descendait, et poussait la bourrique, l'âne songeait. Passif, sous le fouet, sous la trique, dans une profondeur où l'homme ne va pas. Les enfants, entendant et la roue et le pas, se tournèrent alors et virent la charrette. Oh, ne mets pas le pavé sur le crapaud. Non, non. La voiture descend et va passer dessus. Oh, c'est bien plus amusant. Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud et, triste, hélas, penché sur un plus triste, il sembla le flairer avec sa tête basse. Se força, se damné, se passion, fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau à l'affreuse connivence, avec lassitude, acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bas, il détourna la roue inexorable, puis pour laisser vivre ce misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre, échappée à sa main, un des enfants, celui qui compte cette histoire, sous la voûte infinie, à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait « Laisse-le vivre, sois bon. » Maître au renard, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître corbeau, par l'odeur, alléché,
luttaient à peu près ce langage. Voyons, monsieur du renard, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramaille se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le renard ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Oh, pauvre, peu cher. Le corbeau s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Oh, le renard, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne les prendrait plus. Brave Jean, écoutez ma complainte, écoutez l'histoire de ma vie. C'est un orphelin qui vous parle, qui vous raconte ses petits ennuis. Et donc, un jour, un général, ou bien c'était la nuit, un général eut donc 2 chevaux tués sous lui. Ces 2 chevaux, c'était et donc, que la vie est amère. C'était mon pauvre père, c'était ma pauvre mère, qui s'était cachée sous le lit du général. Le général parlait tout seul la nuit. Parlait en général de ses petits ennuis. C'est ainsi que mon père et c'est ainsi que ma mère, une nuit, sont morts d'ennui. Pour moi, la vie de famille était déjà finie. Alors sortant de la table de nuit, au grand galop, je m'enfuis vers la grande ville, où tout luit, où tout brille. En moto, j'arrive à Sabille, à Paro, et je... Excusez-moi, je me suis trompé. En moto, j'arrive à Paris. Je parle cheval, des fois. Un matin, j'arrive à Paris, au sabot. Ouais, c'est ça. Matin, j'arrive à Paris en sabot et je demande à voir le lion, le roi des animaux. Et je reçois un coup de brancard sur le coin des naseaux. Car il y avait la guerre qui continuait. On me colle les œillères et me voilà mobilisé. Et comme il y avait la guerre qui continuait, la vie devenait chère et les vivres calmaient. Et les gens me regardaient avec un drôle de regard et des dents qui claquaient. Ils m'appelaient Beefsteak. Oh, moi, je croyais que c'était de l'anglais, comme ça. Et ceux qui étaient vivants et qui me caressaient attendaient que je sois mort pour pouvoir me bouffer. Une nuit dans l'écurie, une nuit où je dormais, j'entends un drôle de bruit. Une voix que je connais. C'était le vieux général qui revenait, il revenait comme un revenant avec un vieux commandant, et il parlait tout doucement, et il croyait que je dormais. Assez de riz à l'eau. Maintenant, nous pouvons manger de l'animal, de la viande. Il n'y a qu'à lui mettre dans son avoine des aiguilles de phono. Alors mon sang ne fut qu'un tour, comme un tour de chevaux de bois, et sortant de l'écurie, je m'enfuis dans les bois. Et maintenant, le vieux général est mort, il est mort dans son lit, mort de sa belle mort, et moi je suis vivant, et c'est là le principal. Bonsoir, bonne nuit, bon appétit mon général. Alors, non, le sol du tremplin. Là, sur le tremplin, je parle d'un personnage qui s'appelle Lasaki. Lasaki, c'est un homme qui faisait du trampoline. C'était très très bon, ça donne ceci, en thèse romantique. Clown admirable, en vérité. Et je crois que la postérité, dont sans cesse l'horizon bouge, le reverra. Sa plaie au flanc était barbouillée de blanc, de jaune, de vert et de rouge. Même jusqu'à Madagascar, son nom était parvenu. Car c'était, selon tous les principes, d'après les cercles de papier, sans jamais les estropier, il traversait le rond des pipes. De la pesanteur à franchir. Sans y voir clair, il eût franchi les escaliers du Pyrénées. La lumière qui le frappait faisait resplendir son toupet comme un brasier dans la fournaise. Il s'élevait à des hauteurs telles que les autres sauteurs se consumaient en lutte vaine. Il le trouvait décourageant et murmurait « Quel vif argent se dément-il dans les veines ?»
Tout le peuple criait « Bravo! Bravo pour le clown! Bravo !» Mais lui, par un effort nouveau, semblait roidir sa jambe nue. Et sans que l'on sût avec qui, cette émule de la Saki parlait par en langue inconnue. C'était avec son cher tremplin, et lui disait « Théâtre plein d'inspiration fantastique, tremplin qui tressaille des mois, quand je prends un élan, fais-moi bondir plus haut, planche élastique. Frêle machine au rein puissant, fais-moi bondir, moi qui me sens plus agile que les panthères, si haut que je ne puisse voir dans le creux la vie noire, ces épiciers et ces notaires. Plus haut encore, jusqu'au ciel pur, jusqu'à ce tapis dont l'azur couvre notre prison mouvante, jusqu'à ces rouges orients où marchent des dieux flamboyants, fous de colère et d'épouvante. Plus haut, plus loin. Oh, je vois encore des boursiers à lunettes d'or, des critiques, des réalistes, des demoiselles. Plus haut, plus loin, de l'air, des ailes, du bleu. Enfin, de son vil échafaud, le clown sauta si haut, qu'il creva le plafond de toile au son du corps et du tambour, et le cœur dévoré d'amour alla rouler dans les étoiles. Quand j'étais petite, haute comme 3 pommes, je parlais bien haut pour être une femme. Je disais je sais. Et quand j'ai eu 18 ans, j'ai dit alors là, je sais tout. L'amour, les hommes. Et pourtant, j'avais pas mangé tout mon pain. J'ai encore appris tout au long de ma vie. Ce que j'ai appris, ça tient en 3-4 mots. Le jour où quelqu'un vous aime, il fait très beau. Il fait très beau. Là, je regarde en arrière le chemin parcouru. Je suis là à ma fenêtre et je m'interroge encore sur les hommes, la vie, l'amitié. Il y a 68 coups qui vont sonner à l'horloge de ma vie et j'apprends encore toujours. Mais s'il y a bien une chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est que désormais, je sais qu'on ne sait jamais, ni le bruit, ni la couleur des choses, on ne sait jamais les matins de tendresse. Mais ça, je le sais. Ce sont les Do-Omédé de Bodada, les Orodo-Omédé de Bodada, le Do-Bomédé de Bodada et le Do-Omédé de Bodada. Ces 4 courants ne sont pas en fait des bases, et se contrecarrent, et se subdivisent, comme on pense bien, suivant les circonstances. C'est bien que l'opinion des Do-Bomédé de Bodada n'est qu'une opinion moyenne, et l'on ne trouverait pas 10 Do-Bomédé de Bodada qui la partagent, peut-être même pas 3, quoique certains acceptent de s'y tenir quelques instants pour la facilité, non certes du gouvernement, mais du recensement de l'opinion qui a lieu 3 fois par jour. Quoique pour certains cela soit trop peu, tandis que pour d'autres cela soit suffisant. Il y a également les opinions franchement d'opposition, en dehors des Dobobo, des Bomédé de Bodada. Ce sont celles des Rodobo, des Bomédé de Bodada, avec lesquelles aucun accord n'a jamais pu se faire, sauf naturellement sur le droit à la discussion, droit dont ils usent plus intarissablement que n'importe quoi. Puis fini par l'autre. Victor Gaulle, un brave ogre des bois, natif de Moscovie, était fort amoureux d'une fée. Et l'envie qu'il avait d'épouser cette dame s'accrut au point de rendre fou ce pauvre cœur tout brut. Alors, un beau soir de décembre, se présente au palais de la fée et salue et s'annonce à l'huissier comme prince Oglouski. La fée avait un fils. On ne sait pas de qui. Bon, elle était ce jour-là sortie. Quant au mioche, bel enfant blond, nourri de crêpes et de brioche, il était près de la porte et jouait au cerceau. On laissa l'ogre et lui tout seul dans l'antichambre.
Comment passer le temps quand il neige en décembre et quand on n'a personne avec qui dire un mot. L'ogre se mit alors à croquer le marmot. C'est très simple. Pourtant, c'est allé un peu vite, même quand on est ogre et qu'on n'est pas Covid, que de gommer ainsi les mioches du prochain. Quand la dame rentra, plus d'enfants. On s'informe. La fée avise l'ogre avec sa bouche énorme. « Oh, as-tu vu la belle enfant que j'ai ?» Le bon ogre naïf lui dit « Je l'ai mangé. »« Oh, c'était maladroit. » Vous qui cherchez à plaire, jugez ce que devint l'ogre devant sa mère qu'on eut mangé de son dauphin. Que l'exemple vous serve. Aimez, mais soyez fin. Adorez votre belle, mais soyez plein d'astuces. N'allez pas lui manger comme ce bon ogre rue son enfant. Non, aimez avec simplicité, aimez avec douceur, aimez avec délicatesse. Et pour rendre un hommage à Molière, dont nous fêtons les 400 ans cette année, nous allons vous présenter une scène de l'Avare et l'école des femmes. Au voleur, à l'assassin, au meurtrier, oh, justice, oh, juste le ciel. Oh là là, on m'a perdu, on m'a assassiné, oh, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Oh, qui peut-ce être? Où est-il? Où se cache-t-il? Que ferais-je pour le trouver? Ou courir ou ne pas courir? Est-il point là? Est-il point ici? Ah! Qui est-ce? Arrête! Rends-moi mon argent, Touquin! Oh! C'est moi! Oh! Oh, mon esprit est troublé, et j'ignore où je suis, qui je suis, et ce que je fais. Hélas, oh, mon pauvre argent, mon cher ami, mon cher ami, on m'a privé de toi, et puis tu m'es enlevé, perdu mon support, ma consolation, ma joie. Oh, tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'est fini. Je n'en puis plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent? Ou en m'apprenant qu'il a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne? Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait choisi l'heure, et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Alors sortons. Je vais aller quérir la justice et faire donner la question à toute la maison, à servante, à que de gens assemblés. Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons. Et tous me semblent mon coupable. Hé! De quoi est-ce qu'on parle là? De celui qui m'a dérobé? Que vous fait-on là-haut? Est-ce mon voleur qui y est? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je
Je supplie que l'on m'en dise. Et dites-moi, je suis là parmi vous. Ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part sans doute au vol que l'on m'a fait. Allons, vite! Des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve mon argent, je me pendrai moi-même après. Faut changer d'avis. Venez, Agnès. Venez. Là, vous m'avez belle. Fort belle, Le beau jour. fort beau. Quelle nouvelle? Le petit chat est mort. C'est dommage, mais quoi, nous sommes tous mortels. Et chacun est pour soi. Lorsque j'étais au champ, n'a-t-il point fait de pluie? Non. Vous ennuyez-t-il? Jamais je ne m'ennuie. Qu'avez-vous fait encore ces 9 ou 10 jours-ci? Si coiffes, je pense. Et si chemiseuses aussi. Le monde, chère Agnès, c'est une étrange chose. Voyez, la médisance est comme chacun cause. Quelques voisins m'ont dit qu'un jeune homme inconnu était en mon absence à la maison venue. Que vous aviez souffert, sa vue et ses harangues. Mais je n'ai point pris foi sur ces méchants noms. Et j'ai voulu gager que c'était faussement. Mon Dieu, ne gagez pas, vous perdriez vraiment. Quoi? C'est la vérité qu'un homme. Chose sûre, il n'a presque point bougé de chez nous, je vous jure. Cet aveu qu'elle fait avec sincérité me marque pour le moins son ingénuité. Mais il me semble, Agnès, si ma mémoire est bonne, que j'avais défendu que vous vissiez personne. Oui, mais quand je l'ai vu, vous ignorez pourquoi. Et vous en auriez fait sans doute autant que moi. Peut-être. Mais enfin, contez-moi cette histoire. Elle est fort étonnante et difficile à croire. J'étais sur le balcon, à travailler au frais, lorsque je vis passer sous les arbres d'auprès un jeune homme bien fait, qui, rencontrant ma vue, d'une humble révérence aussitôt me salue. Moi, pour ne point manquer à la civilité, je fis la révérence aussi de mon côté. Et soudain, il me refait une autre révérence. Moi, j'en refais de même une autre en diligence. D'une troisième, il repart à l'instant. D'une troisième aussi, j'y repars à l'instant. Il passe, vient, repasse, et toujours de plus belle me fait chaque fois révérence nouvelle. Et moi qui tous ces tours fixement regardais, nouvelle révérence aussi je lui rendais. Fort bien. Le lendemain, étant sur notre porte, une vieille m'aborde en parlant de la sorte. « Mon enfant, me dit-elle, le bon Dieu puisse-t-il vous bénir et dans tous vos attraits longtemps vous maintenir. Il ne vous a pas fait une belle personne afin de m'amuser des choses qu'il vous donne. Et vous devez savoir que vous avez blessé un cœur qui, de s'en plaindre, est aujourd'hui forcé. Un suppôt de Satan exécrable d'année. Moi, j'ai blessé quelqu'un, fis-je tout étonnée. Oui, dit-elle, blessé, mais blessé tout de bon. Et c'est l'homme qui hier vous vite du balcon. Et qui pourrait, dis-je, en avoir été cause? Sur lui, sans y penser, fis-je choir quelque chose? Non, dit-elle, vos yeux ont fait ce coup fatal, et c'est de leur regard qu'est venu tout ce mal. Il languit, le pauvre misérable, et s'il faut, poursuivit la vieille charitable, que votre cruauté lui refuse un secours, c'est un homme à porter en terre en 2 jours. J'en aurais dit une douleur bien grande, mais pour le secourir, qu'est-ce qu'il me demande?
Mon enfant, me dit-elle, il ne veut obtenir que le bien de vous voir et vous entretenir. Vos yeux seuls peuvent empêcher sa ruine et du mal qu'ils ont fait être la mienne aussi. Sorcière maudite, empoisonneuse d'âme, puisse l'enfer payer tes charitables trames. Voilà comme il me vit et reçu guérison. Vous-même, à votre avis, n'ai-je pas eu raison? Vous l'aimeriez sans doute et diriez comme nous. Oui. Mais, que faisait-il étant seul avec vous? Il me jurait qu'il m'aimait d'une amour sans seconde et me disait les mots les plus gentils du monde, des choses que jamais rien ne peut égaler, et dont toutes les fois que je l'entends parler, la douceur me chatouille et là-dedans remue certains je ne sais quoi dont je suis tout émue. Outre tous ces discours, toutes ces gentillesses, ne vous faisait-il point aussi quelques caresses? Si, tant! Il me prenait les mains et les bras, et de me les baiser, il n'était jamais là. Ne vous a-t-il point pris la nièce quelque autre chose? Ouf. Et il m'a Quoi? pris Eux? le... Plaît-il? Je n'ose... Vous vous fâcherez peut-être contre moi. Non. Si fait! Mon Dieu, non. Jurez donc votre foi. Ma foi, soit. Il me... Vous serez en colère. Non. Si! Non, 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 non. Diantre que de mystère, qu'est-ce qu'il vous a pris? Ah, je souffre en damné. Il m'a pris le ruban que vous m'aviez donné. À vous dire le vrai, je n'ai pu m'en défendre. Oh. Pas pour le ruban. Mais, je puis apprendre, s'il ne vous a rien fait, que vous baisez les bras. Comment? Est-ce qu'on fait d'autres choses? Non pas. Mais enfin, apprenez que se laisser par lui baiser les mains à force de langueur et chatouiller le cœur est un péché mortel, des plus gros qu'il se fasse. Un péché, dites-vous? Mais la raison, de grâce. La raison, il avait prononcé que par ses actions, le ciel est courroucé. Courroucé? Mais pourquoi faut-il qu'il s'en courrouce? C'est une chose, hélas, si plaisante et si douce. Oui, c'est un grand plaisir que toutes ces tendresses, ces propos si gentils et ces douces caresses, mais il faut le goûter en toute honnêteté. Et qu'en se mariant, le crime en soit ôté. Mais c'est plus un péché lorsqu'on se marie. Non. Mariez-moi donc promptement, je vous prie. Si vous le souhaitez, je le souhaite aussi, et pour vous marier, on me voit d'ici. Est-il possible Oui, que vous me ferez aise? oui, je ne doute point que l'hymen ne vous plaise. Vous nous voulez, nous deux. Rien de plus achevé. Ah, que si cela se fait, je vous caresserai. Et la chose sera de la part réciproque. Je ne reconnais point pour moi lorsqu'on se moque. Parlez-vous tout de bon? Oui, vous le pourrez voir. Nous serons mariés. Oui, Mais quand? dès ce soir. Dès ce soir. Dès ce soir, cela vous fait donc rire. Ah, vous voir, j'ai content. Et ce que je désire. Hélas, que je vous ai grande obligation, et qu'avec lui j'aurai de satisfaction. Avec qui? Avec là? Là n'est pas mon compte. À choisir un mari, vous êtes un peu prompte. C'est un autre, en un mot, que je vous tiens tout près. Quant au monsieur là, je prétends, s'il vous plaît, d'une lettre d'embault le mal dont il vous berce avec lui désormais, vous rempliez tout commerce. Là, il est si bien fait. Ah, que de langage. Je n'aurai pas le cœur. Point de bruit davantage, montez là-haut. Mais quoi voulez-vous? C'est assez. Je fume, je parle. Allez, obéissez.
Et avec la mise en scène de Michel Lévy. Eh bien, bravo. Honnêtement, On a eu